Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec un petit temps d'absence. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté sur YouTube ni même sur Instagram. Voilà, ça a été un petit peu compliqué niveau lecture ces dernières semaines. Au mois de février, j'ai lu en tout, pour l'instant en tout cas, 3 livres uniquement, ce qui pour moi n'est pas beaucoup. J'en avais entamé plein d'autres, mais je n'en ai terminé que 3, et dans les 3 que j'ai terminés, il y en a 2 qui sont pour le club de lecture. C'est d'ailleurs pour ça que je vous retrouve pour cette vidéo. Ça a été compliqué en général, comme je viens de vous le dire là, et compliqué dans le cas du club de lecture en particulier parce que j'ai pas fait de très belles découvertes, disons. C'est-à-dire que les 2 livres qui étaient au programme, il y en a un que j'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout, je vais vous en parler mais vraiment pas du tout, et l'autre ça allait mais c'était pas non plus transcendant, donc bon ça arrive. Donc le premier livre qui était au programme, en tout cas le premier livre que moi j'ai terminé, c'est celui-ci, donc Le Sacré et le Profane de Mircea Eliade, qui est donc un très court texte de moins de 200 pages, dans lequel il fait une sorte de mythologie au sujet des religions, puisque c'est un livre qui en tout cas se présente un petit peu comme un essai anthropologique dans lequel il va revenir sur la religion de manière très générale, hein, puisqu'on parle pas que des religions du livre, donc pas que des 3 religions monothéistes, on parle même pas que des religions les plus connues que seraient le bouddhisme, l'hindouisme, etc. C'est vraiment les religions prises au sens très large, y compris peut-être même des religions qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui, ou en tout cas très peu pratiquées aujourd'hui, et donc à travers ce panel de religions, il va revenir et essayer de décortiquer le rapport qu'entretient l'être religieux, l'homme religieux, entendu au sens d'être humain, vis-à-vis du monde. Et sa thèse, c'est de dire qu'en fait, la sacralisation du monde au sein d'une société, et donc telle qu'elle se répercute sur les individus qui font cette société, a une influence décisive sur la manière dont les êtres appréhendent justement le monde. Et donc le livre est découpé en plusieurs parties. Une première partie sur l'espace, une deuxième partie sur le temps, donc on a l'espace sacré, le temps sacré et les mythes, une troisième sur l'idée de cosmos qui découle en fait des 2 premières parties, et une dernière partie sur la question de l'existence humaine, la question du sacrifice, donc en fait le rapport de l'homme religieux, encore une fois au sens d'être humain, le rapport de l'homme religieux à sa vie, aux autres, etc. Et donc la thèse plus précise, c'est de dire qu'en fait, la religion va faire basculer le monde d'un espèce de magma informe qui n'a pas véritablement de sens, qui n'est pas hiérarchisé, qui n'est pas catégorisé, à quelque chose au contraire d'extrêmement organisé. Donc en fait, la religion, la spiritualité fait basculer le rapport au monde dans un rapport d'un monde entendu au sens de cosmos, c'est-à-dire un monde qui a un sens, c'est-à-dire un monde qui est notamment au niveau de l'espace. Donc la première partie est centrée autour de l'espace chez l'homme religieux. L'espace pour l'homme religieux, c'est pas quelque chose de totalement informe, c'est quelque chose qui au contraire est extrêmement structuré. Il y a des lieux qui sont beaucoup plus importants que d'autres, le lieu du culte, la maison, etc. Il y a des lieux qui sont moins importants que d'autres. C'est vraiment cette idée de l'espace est organisé, et de la même manière le temps, le rapport au temps est un rapport qui est double, puisque là où nous en fait nous sommes dans l'espace temporel, l'espace historique même, pour eux il y a aussi déjà un moment qui est décisif, qui est un moment atemporel, qui est le moment de la création par la divinité du monde. Nous ce serait, je crois qu'il en parle pas, donc c'est un peu moi là qui présuppose à partir de ces théories, mais je pense que ce serait probablement la création telle qu'elle est dépeinte dans la Bible, qui, je pense, si vous avez déjà lu ou entendu ce passage de la Bible quelque part, n'est pas un moment qui s'inscrit dans la temporalité, c'est-à-dire que c'est un moment qui est atemporel, c'est un moment qui est avant le monde. Avant le monde, il y a la création du monde par la divinité, donc ça déjà, ça influence énormément sur la manière dont on conçoit notre rapport au temps et notre rapport au monde en général. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui explique que dans les moments importants de la vie, il y a cette idée de retour vers cet acte originel de la divinité, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le rapport à l'espace, et en fait les deux se mêlent dans des temps que sont par exemple la maison, le fait de
créer une maison, enfin s'établir, ça donne lieu à toute une cérémonie, et en fait cette cérémonie, elle est le rappel de ce moment originel. Je suis désolée s'il y a du bruit, il y a mon chat qui joue. Elle est le rappel de ce moment originel qui était donc la création du monde par la divinité, et au niveau spatial, le code de la maison, enfin la maison est codifiée dans sa construction, notamment avec un trou dans certaines religions vers le haut, parce que rapport du terrestre au spirituel, enfin etc. Et donc tout ça mène à la troisième partie, qui est donc une partie qui est un peu pour moi vraiment dans la reprise des deux autres, puisque cette idée donc qu'on a un monde entendu au sens de cosmos, et puis aussi la dernière est assez intéressante sur la structuration du rapport à la vie, du rapport à l'existence et de la manière dont on mène sa vie et son existence par le biais de la spiritualité. Et enfin, ce que j'ai aussi trouvé assez intéressant dans ce livre, et ce qui est développé dans ce livre, c'est l'idée qu'en fait, le monde tel qu'il est là dépeint, c'est-à-dire le monde de l'homme religieux, le rapport au monde de l'homme religieux, eh bien, il vise à nous faire aussi comprendre nos propres sociétés, déjà en tant que miroir, parce que par ce qu'elles ne sont pas, ce qu'elles ne sont plus, et de voir en fait, notamment pour ce qui est de questions de sens à donner à sa vie, que bien évidemment que la question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes quand on est dans une société qui est une société religieuse et qui donc pose une certaine sacralité, hein, il y a un sens qui est donné, donc il n'y a pas vraiment à le chercher, alors que nous ça n'est plus le cas. Donc nous comprendre en miroir, nous comprendre parce que nous ne sommes pas, nous comprendre parce qu'est l'autre en fait, et également nous comprendre parce que nous sommes indirectement, c'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur cette idée que nous, quand bien même nous sommes dans des sociétés qui se pensent à religieuses, qui se présentent comme à religieuses, nous sommes, que nous le voulions ou non, les descendants de ces gens-là. Et donc dans nos façons de faire, dans nos façons aussi de structurer la vie, notamment la vie sociale, il y a des influences qui sont des influences religieuses. Et donc on est dans cette chose un petit peu étonnante d'un côté on ne se pense pas comme religieux, mais en même temps dans certains moments de notre vie, on fait des choses qui ne sont pas sans rappeler certains rites, certaines traditions, certains rapports au temps, certains rapports à l'espace, qui sont des rapports, des moments, des temps normalement propres à un monde sacralisant, sacralisateur, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que globalement c'était assez intéressant. Maintenant c'est vrai que en discutant sur Instagram, moi je ne connaissais pas du tout Mircea Eliade, donc j'ai pu apprendre plein de choses fascinantes sur ce monsieur, notamment qu'il était fasciste et nazi. Voilà, c'est toujours agréable. Alors honnêtement, j'en profite d'ailleurs pour vous donner mon opinion là-dessus, parce qu'on en avait même discuté un petit peu sur Instagram. C'est pas quelque chose qui pour moi est forcément déterminant dans mon choix de lire ou de ne pas lire quelqu'un, pour ce qui est des essais notamment, c'est-à-dire que je ne me dis pas qu'en tant que tel, le fait d'avoir eu tel ou tel type de position fait que tous les essais écrits par cette personne-là ne doivent pas être lus. Maintenant, en y réfléchissant, ça a confirmé cette conclusion que j'avais déjà de manière plus intuitive. Je pense que effectivement, quand il y a ce type de positionnement, des positionnements fascistes, des positionnements nazis, c'est quand même important de les avoir en tête pour essayer de voir aussi quelles sont les implications au sein de cette théorie. C'est un peu la même chose avec Carl Schmitt. C'est vrai que moi je suis un peu plus familière de théorie de l'État, etc. Donc ça, c'est plus évident pour moi, mais bon là on fait une parenthèse sur Carl Schmitt, mais c'est pas grave. Carl Schmitt était un nazi. Il a développé une théorie de l'État qui est très connue, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, en philosophie politique, on peut citer Carl Schmitt sans trop de problème, et beaucoup citent Carl Schmitt parce que la théorie est utile. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que chez Carl Schmitt, en fait, il y a un lien quand même avec le nazisme, c'est-à-dire que quand bien même on fait une théorie de l'État, quand bien même elle est réutilisée aujourd'hui par des gens qui ne sont pas du tout nazis, en fait, notamment le fait que c'est un grand critique de l'État dans certaines de ses textes, en tout cas Carl Schmitt, il dit à la place de l'État, faut une communauté, faut autre chose, ça n'est pas l'unité de base l'État. Et en fait quand on connaît les théories nazies, qui sont des théories qui disent effectivement que l'État ne sert pas à grand chose et que ce qui est premier c'est la race, etc., on comprend différemment la théorie. Et donc tout ça pour dire, toute cette parenthèse sur Carl Schmitt pour dire que là c'est un petit peu pareil, le problème que moi j'ai eu avec ces positionnements, que je ne connaissais pas, parce que
que je n'avais jamais entendu parler en fait de Mircea Eliade avant de le mettre au programme du club de lecture. C'est pas en tant que tel qu'il ait eu ces positionnements-là, c'est-à-dire que quand on lit un essai, on n'est pas là pour faire une condamnation morale. Ça veut pas dire qu'on peut pas condamner moralement ces gens-là, ça veut juste dire que c'est deux pans différents. Mais le fait est que ça peut forcément influencer aussi certaines de ces théories, et c'est quand même bien d'arriver à avoir du recul là-dessus. Et honnêtement, je ne l'ai pas aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas de connaissances suffisantes sur des questions d'anthropologie religieuse, sur des questions de sociologie religieuse, même sur des questions de mythes, etc. Je ne connais pas suffisamment ces domaines-là pour être en mesure de voir jusqu'où ça a pu influencer. On m'a dit que ça l'avait influencé, que certains l'avaient mis et certaines l'avaient mis en lumière. J'ai pas pris le temps, ni vraiment eu le temps de lire les textes en question, mais je préfère vous le dire. Voilà, pour que vous soyez informés et que ce soit quelque chose même que vous ayez en tête au moment de lire cet essai. Et voilà. Et également, je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est... Alors encore une fois, je l'ai découvert après, grâce aux échanges que j'ai eus, parce que c'est vraiment des thèmes que je ne connais pas bien, mais c'est pas grave parce que ça m'avait toujours un petit peu intriguée, donc j'étais contente de découvrir. Beaucoup de ces théories, je crois, ont été remises en cause, et on a beaucoup remis en cause la méthodologie, et ça c'est vrai que ça m'avait un peu intriguée quand je l'avais lu, parce qu'il n'y a pas du tout de notes de bas de page en fait. Ce qui, pour un essai qui veut être scientifique, c'est un peu mal parti, voilà. Quand il n'y a aucune note de bas de page, aucune source, aucune référence, enfin bon bref. Et effectivement, on m'a dit que ça avait été pas mal remis en question, en tout cas sur la partie vraiment scientifique, c'est-à-dire que ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que c'est surtout, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est surtout une théorie qui est intéressante en matière de mythologie, de mythe en fait, et de spiritualité, etc. Mais que pour ce qui est vraiment de l'anthropologie religieuse, non, ça a pu être remis en question, en tout cas en partie. Donc voilà. Ensuite, l'autre essai du club de lecture, alors là pour le coup ça a été... On n'est pas loin de l'échec, en fait, carrément. J'ai pas du tout aimé, donc c'est Paraboles et catastrophes de René Thom, je sais toujours pas comment ça se dit, je l'ai su à un moment du mois, puis j'ai réoublié, qui est donc un mathématicien qui a reçu la médaille Fields. Et ce livre se présentait, c'est d'ailleurs pour ça que moi je l'avais acheté et que je l'avais mis au programme du club de lecture, se présentait de 1 comme un livre de vulgarisation à sa théorie, et de 2, pour ce qui était de sa théorie, mettait vraiment en avant le fait que cette théorie des paraboles et catastrophes, c'était quelque chose qui était vraiment transdisciplinaire, qui oui partait des mathématiques mais pouvait être mobilisé dans tout un tas d'autres disciplines, allant de la linguistique à l'anthropologie, en passant par la sociologie, l'histoire, etc. Donc j'étais vraiment très enthousiaste, et j'avais en plus envie vraiment cette année de temps en temps me challenger un petit peu, et donc pas lire que des sciences humaines, et essayer un peu d'aller voir du côté des mathématiques, de la physique, tout ça. Je sais pas si je retenterai honnêtement, parce que là ça s'est pas très bien passé, mais bon. Et donc je l'ai commencé vraiment avec beaucoup de motivation, et j'ai vite déchanté pour plein de raisons. La première étant la structure du livre qui, alors bon ça si je m'étais renseignée je l'aurais su, mais qui est fait par le biais d'une interview. Voilà, et je vais être honnête, je ne pense pas quand on veut s'introduire à la pensée de quelqu'un que une interview, ça soit forcément la meilleure des portes d'entrée, la meilleure des solutions honnêtement. Et en plus ça est renforcé par le fait que celui qui lui pose les questions s'y connaît beaucoup en mathématiques, et notamment en histoire des mathématiques. Je pense là à la première partie qui est très axée sur l'histoire des mathématiques. Mais du coup, comme lui s'y connaît, et ben quand il lui pose une question sur un mathématicien, dont pour la plupart j'en avais jamais entendu parler, donc j'aurais bien aimé vraiment une introduction à la pensée de cet homme et pas juste 4 lignes sur cet homme, bah comme lui connaît, d'abord il commence à dire des infos, et de l'autre côté quand on lui répond, bah on sait qu'il connaît. Donc intuitivement, instinctivement, on a tendance à être beaucoup plus succinct, aller droit au but, et pas forcément prendre en compte le fait que tout le monde ne sait pas qui sont ces gens. Donc ça donne vraiment déjà une impression de trop plein, parce qu'on est noyé dans le premier chapitre par des noms et des noms de mathématiciens qui sont pas présentés, encore une fois à cause de cette structure qui est une structure sous forme d'interview, qui sont pas présentés de manière logique, de manière chronologique, puisque c'est plus le jeu des questions-réponses qui fait émerger des noms, qui fait émerger des questionnements, etc. Et quand, comme moi, on a pas ou très peu de connaissances dans le sujet, on n'a rien à quoi on peut se raccrocher. Donc déjà on se dit oulala, ça va être très compliqué. En plus de ça, pour ce qui est, donc ça c'est le chapitre 2 de la théorie en tant que telle, je ne trouve pas que ce soit un essai de vulgarisation. Voilà,
Je trouve que c'est très compliqué, que la manière dont c'est expliqué est vraiment compliquée, qu'on doit passer 15 000 ans sur 3 lignes. Et pour moi, à partir du moment où on doit passer 15 000 ans sur 3 lignes, on n'est plus dans de la vulgarisation en fait là. On est dans un livre de théorie mathématique. Et j'ai pas de problème avec ça, on peut écrire des livres de théorie mathématique, il y a des livres de théorie mathématique qui sortent chaque année, mais il faut pas dire que c'est de la vulgarisation. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment très pointu, très ardu, très compliqué, beaucoup trop pour de la vulgarisation. Et encore une fois, ce côté ardu, ce côté pointu, ce côté compliqué, ce côté difficilement accessible est renforcé par la structure du livre que moi je trouve décousu, vraiment, et pas du tout optimal pour ce qui est de faire un essai de vulgarisation de 1 et introduire des gens à la théorie des paraboles et catastrophes de 2. Donc ça c'était un petit peu dommage. Et enfin, ce qui m'a je pense un petit peu agacée et ce qui a fait que j'ai pas vraiment eu envie de m'investir, j'ai pas vraiment eu envie de passer du temps à comprendre, de dépenser ma matière grise pour essayer de comprendre ce qu'on était en train de me dire, c'est que j'ai trouvé que c'était un livre qui était très centré autour des mathématiques, ce qui là en tant que tel n'est pas problématique parce que c'est un essai de vulgarisation mathématique, et si ça m'avait dérangé, je n'aurais pas acheté ce livre de 1, mis ce livre au club de lecture de 2. Mais en fait là où ça devient un peu gênant, c'est le moment où ce côté très centré et donc très autocentré puisqu'il est mathématicien sur lui, sur ses disciplines, vire un peu une forme de jugement de valeur vis-à-vis des autres disciplines. Je l'ai ressenti comme ça, et il y a vraiment des phrases où on n'est plus au degré, au niveau où c'est de l'interprétation, où c'est clairement écrit tel quel, où vraiment il y a cette idée de les mathématiques c'est quand même la discipline la plus supérieure, celle qui donne, qui demande, qui met en place les raisonnements les plus intelligents, les plus intellectuels, les raisonnements les plus supérieurs. Et je trouve que 2-1 c'est un peu stupide parce que on postule déjà le fait que les mathématiques sont un modèle de référence, sont le modèle de référence, et ensuite on va comparer toutes les autres sciences aux mathématiques en disant c'est quand même moins bien parce que ça fonctionne pas pareil. Et c'est un peu comme essayer de hiérarchiser au niveau de leur qualité des poireaux et des courgettes en fait. Enfin, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que non, le poireau n'a pas le même goût que la courgette. Donc si on prend le poireau comme valeur de référence, oui, la courgette a un moins bon goût de poireau que le poireau. Vous voyez, c'est un... Enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Et derrière, il y a aussi... Enfin, pour moi, ça manifeste une sorte d'idée qui, j'ai l'impression, est quand même très répandue chez des gens qui pratiquent des sciences comme les mathématiques ou parfois comme la physique, de ne pas comprendre, de ne pas accepter, de ne pas vouloir comprendre que non, on ne pense pas tous de la même manière, que non, en fait, les disciplines scientifiques ne procèdent pas toutes de la même manière, et qu'en soi c'est pas problématique, c'est-à-dire ça n'est pas parce que en sociologie on n'est pas capable de mettre les théories sous forme de modèles mathématiques que ce sont des théories qui ont une valeur moindre, que ce sont des théories qui sont moins bien, que ce sont des théories qui ne sont pas abouties. Et il y a un peu ce côté, et c'est ce qui fait que j'ai très mal en fait interprété ce livre après avoir lu ces parties-là. Il y a un peu ce côté de, nous qui avons tout compris, nous qui avons quand même une discipline qui est bien meilleure que toutes les autres disciplines, regardez, on va vous donner un modèle mathématique, comme ça ce sera bien mieux, vous arriverez à théoriser. Et je trouve ça très contre-productif quand on écrit un essai qui se présente comme transdisciplinaire, parce que je me dis, quand on pose la transdisciplinarité, en tout cas dans le résumé comme étant un des points forts de l'essai, on s'attend forcément à ce que des gens qui viennent d'autres disciplines lisent cet essai. En tout cas ça a été mon cas, je ne fais pas des mathématiques, je viens d'autres disciplines, et donc on arrive avec toute notre motivation, avec toute notre envie de comprendre, et là on s'entend dire qu'en fond les disciplines que nous on fait, ouais c'est quand même intellectuellement moins bien. Ok, d'accord, mais ça me donne pas du tout envie d'essayer de comprendre, et en plus ça m'énerve. Ça pour la rétrospective sur les 2 livres qui étaient au programme du mois de février. Avant de vous laisser, je vais quand même vous annoncer puisque exceptionnellement en mars, étant donné que je suis un peu sous l'eau en ce moment, niveau travail, niveau boulot, niveau truc, je ne peux mettre qu'un livre au programme du club de lecture, mais je pense que ça va être un livre assez intéressant. C'est, je le précise là quand même, un livre qui s'inscrit aussi dans Mars au féminin, puisque, alors je sais pas si vous êtes sur Bookstagram, si ce n'est pas le cas, eh bien je vous apprends ce qui se passe sur Bookstagram. Sur Bookstagram, le mois de mars, c'est Mars au féminin, donc on essaye, en tout cas les gens qui participent à Mars au féminin, de lire davantage d'autrices, et voire même, pourquoi pas, de lire des textes un peu plus féministes que d'habitude. Et donc j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice de Mars au féminin. Donc je vous ai pris un livre qui a été écrit par une femme, par une historienne très connue, si vous vous intéressez un tout petit peu à l'histoire des femmes, au féminisme, etc. C'est le tome numéro 4 de l'histoire des femmes en Occident,
Occident. Donc c'est le volume de l'histoire des femmes en Occident de Michel Perrault qui traite du 19e siècle. J'ai choisi alors l'histoire des femmes en Occident parce que ça fait super longtemps que je veux le lire, que j'en entends parler, etc. Et ce tome-là parce que je me suis dit que c'était probablement peut-être celui qui allait résonner chez pas mal d'entre nous, notamment si comme moi vous lisez pas mal d'auteurs et d'autrices du 19e, etc. Et puis au-delà de raisonner dans un parcours littéraire, intellectuel, etc. C'est quand même aussi le 19e siècle, une période assez charnière, assez intéressante. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir, de redécouvrir certains titres. J'espère vous retrouver aussi très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!